Bonjour, bonsoir les loups et loulous et bienvenue dans l'émission Prof de droite, l'émission qui distribue des uppercuts éducatifs avec élégance, bienveillance mesurée et un mélange bien épicé de bonne humeur et de colère. Les high kicks de ce podcast feront valser en deux mouvements trois temps bien des protège-dents des bords de Seine jusqu'au sommet des Alpes, jusqu'au bord de l'océan Atlantique dans le creux des vagues basques les plus fraîches, jusque dans les pâturages pyrénéens, jusque dans les assiettes grasses et juteuses de Bretagne et du Nord, jusque dans les richesses du sud de la France et tout ceci enfin en passant par la plus belle région du monde, l'Alsace. Et si t'es pas d'accord, pose-moi donc ton téléphone, fais l'effort d'écouter ce podcast jusqu'au bout. Prends donc un bretzel et je ne parle évidemment pas des saloperies honteuses que l'on retrouve dans vos apéros. Cette émission, puisqu'ici l'on tâchera au maximum de parler français et d'éviter les anglicismes même s'il y en aura, durera une petite heure, n'est disponible pour le moment que sur YouTube. Et non, c'est pas vrai. Nous sommes à nouveau disponibles sur Spotify et sur Deezer. Vous pouvez d'ores et déjà nous écouter en voiture, lorsque vous faites votre sport, quand vous marchez, lorsque vous êtes en transport. Nous promouvons au travers de cette émission un corps sain dans un esprit sain au service d'une nation éduquée et bien éduquée afin que les individus qui la composent aient comme objectif commun, c'est un mot qu'on oublie aujourd'hui ça, de l'améliorer, de la faire progresser constamment. Cette émission est également d'un point de vue personnel un excellent exercice afin de hiérarchiser et ordonner mes pensées afin de faire entendre en anonyme pour le moment du moins une voix de prof comme on en entend jamais ou alors beaucoup trop peu, mais plutôt jamais j'ai l'impression. Je m'astreins donc à une discipline de pensée et de transmission non seulement à mes élèves de par mon métier hors antenne, mais à vous également, je vous présenterai mes opinions réfléchies, les valeurs que je partage et défends, afin que les parents, et on rappellera chaque fois que cela sera nécessaire, que la famille est la première éducatrice de notre jeunesse. Aux futurs parents, aux profs et à tous les membres de la communauté éducative, ou même les curieux, et c'est bien et absolument pas un vilain défaut, et les anciens que je salue comme il se doit, sachent ce que vivent ou vivront les enfants et ce que vivent les profs également à l'école. Nous aborderons d'ailleurs les problèmes des profs, tout en défendant les autres professions valables et vertueuses, et en clamant haut et fort que les profs ne sont pas les plus à plaindre d'une part, et sont d'autre part responsables en grande partie de la merde dans laquelle ils sont parfois aujourd'hui. Nous rappellerons aux profs la notion de neutralité politique. Vous allez me dire peut-être que je ne la respecte pas toujours, mais vous êtes des adultes majeurs responsables et capables de vous faire vos propres opinions. Personne ne vous oblige, ne vous enjoint à gober tout ce que je déblatère. Encore plus. Donc neutralité politique pour les profs, encore plus lorsqu'il s'agit de bourrer le crâne d'enfants de valeurs antinaturelles. Ça pour le coup c'est une opinion, une valeur que je vais défendre jusqu'à la fin. Et bourrer le crâne d'enfants de valeurs antinaturelles, cela a un nom. Au mieux, si on est gentil, manipulation d'esprit en cours de formation, mais on n'est pas gentil ici. Et c'est pas bien d'être méchant, je le sais, mais c'est pas grave, on va l'être un peu, il y en a besoin aujourd'hui. Cela s'appelle de la pédocriminalité. Il va falloir réapprendre à forger l'esprit critique de la communauté enseignante comme des élèves. Arrêtons de nous faire bourrer le crâne et de laisser notre jeunesse se faire bourrer le crâne, voire pire, d'y participer. Ce sera l'un de nos combats essentiels. Ne cédons pas aux modes et aux pseudo-dictates moraux, aux conséquences catastrophiques sur notre jeunesse. Je reconnais, pour être tout à fait transparent, être un poil déçu des audiences, mais on va redoubler d'efforts. Peut-être qu'un jour nous aurons un mécène ou quelqu'un qui nous partagera, et cela fera grimper d'un coup l'audimat. Et de toute façon, on va absolument pas se complaire dans le fait de chougner auprès de notre souverain ou sur les réseaux sociaux. On va poursuivre et développer deux fois plus de boulot, puisque c'est comme ça qu'on pense ici. Je vais voir ce que je peux faire pour promouvoir peut-être davantage cette émission qui, je pense, est très positive et mériterait davantage d'écoute. Pas de fausse modestie encore une fois ici. Pour ceux et celles qui prennent ou prendront le temps de l'écouter, de m'écouter en entier avant de se faire une opinion,
Voilà, j'avoue avoir des difficultés à gérer l'outil pourtant formidable que devrait être Instagram. Voilà, je suis disponible sur @podcast prof de droite, mais c'est vrai que pour le moment, c'est un point faible. Clairement, cette capacité à mettre en avant l'émission, à en faire la pub. On avait dit pas d'anglicisme, mais il en faut bien quelques-uns. Voilà, donc si vous écoutez, essayez de faire connaître l'émission autour de vous, du moins si vous l'appréciez et si vous pensez que votre cercle d'amis, les personnes avec qui vous partagez, sont capables d'écouter et de comprendre, ou au moins de faire l'effort d'écouter jusqu'au bout ce que j'ai à dire. Peu importe s'ils ne sont pas tout à fait d'accord avec ce que je dis, tant qu'ils sont capables de l'écouter, d'en discuter et d'améliorer toujours leur esprit critique. Pour résumer en mots-clés ce que vous retrouverez dans cette émission: promotion du goût de l'effort, du travail, défense de la beauté de notre beau pays, discussion, aiguisage ou aiguisage. On aiguise un couteau, mais on aiguille son prochain pour le remettre dans la bonne voie. Aiguisons donc nos esprits critiques, adoptons une mentalité positive, sortons de la torpeur, négativité, pensée unique. Vous savez que j'ai supprimé la rubrique news et passage à l'action. Un podcast salé sans langue de bois qui aura pour but ultime de lutter contre le nihilisme ambiant dans notre beau pays, de faire évoluer l'école, pourquoi pas notre société. J'ai beaucoup d'espoir encore une fois pour cette émission, malgré son peu d'écoute pour le moment. C'est pas grave, je pense que ça viendra et je fournirai davantage de travail. Pas de fausse modestie ici. Je souhaite que cette émission permette de faire aller au moins le modèle éducatif vers un nouveau modèle bien plus sain pour tout le monde. Cette émission sera bien entendu préparée en amont, mais cependant, vous l'entendez, je ne ferai pas de travail de redécoupage. Je mène beaucoup d'autres projets dans cette vie. J'espère que vous pardonnerez donc les bégaiements, égarements, prises d'eau, de caféine lors de l'enregistrement pour l'authenticité que cela apportera au podcast qui, je l'espère, aura beaucoup à vous offrir. Le plan de notre émission du jour. Première partie, un point d'éducation, le point central de ce podcast qui servira, je pense, à tous et absolument pas uniquement aux enseignants. Aujourd'hui, aidons notre jeunesse à sortir de la dépression, de l'anxiété et prévenons l'augmentation alarmante au niveau de notre jeunesse des tentatives de suicide. Un sujet essentiel et que je ne vais pas aborder de la façon que l'on pourrait je me suis perdu. Enfin, comme on pourrait s'y attendre, comme on peut l'entendre en général, je vais tenter d'apporter des solutions très différentes, mais qui, selon moi, sont les bonnes. Évidemment, si je vous les présente, c'est que je pense que ce sont les bonnes, mais voilà, je suis encore une fois toujours prêt à en discuter. Deuxième partie, résumé, analyse d'un ouvrage, aujourd'hui 93 de notre cher Victor Hugo national. Troisième partie, un article scientifique sur le thème global de l'éducation. Aujourd'hui, distinction entre pédagogie et didactique, un sujet sur lequel bien des enseignants se sont arrachés les cheveux. Un langage de prof, mais que nous allons tenter d'analyser simplement d'une part et de trouver des idées pour les parents également qui ne sont pas des enseignants. Quatrième partie, une citation à méditer. Et dernière partie, un nouveau mot à implémenter à votre lexique. Nous ne rappellerons jamais à quel point il est important de l'enrichir aujourd'hui et surtout de ne jamais accepter de l'appauvrir. Nous avons étudié 1984 au premier épisode. Je suis actuellement avec beaucoup de plaisir Stéphane Edouard, enfin je le suis depuis très longtemps, mais je sais qu'actuellement il mène une croisade contre ce qu'on va appeler grossièrement l'accent de banlieue, hein, le tien fou toi, que je déteste également, même si je sais qu'il peut m'arriver de le laisser venir, d'où l'importance d'être particulièrement vigilant. Et j'ai des collègues affreuses, qui sont totalement dans cet accent de banlieue absolument détestable. Et surtout, moi qui ai des racines alsaciennes, malheureusement, quasiment plus rien de l'accent, sauf quand j'y retourne, pour 2 semaines et que je le récupère le temps d'un mois, gardons ces régionalismes. On reviendra dessus. J'ai fait des études sur ce régionalisme, notamment alsacien.
Une première partie absolument essentielle selon moi donc, puisque j'ai de plus en plus de jeunes dans mon entourage, dans les amis de mes amis, des adolescents qui ont déjà effectué des tentatives de suicide et surtout, je dois le dire, chez les jeunes filles, chez les adolescentes. Donc étudions ce sujet, encore une fois, réellement essentiel et on va l'aborder ou en tout cas essayer d'apporter des solutions qui, je pense, n'ont jamais été apportées ou abordées sous cet angle-là. Donc on va voir ça et on va voir comment je peux l'analyser et voir si cela peut aider, je l'espère, c'est tout de même l'objectif. Les tentatives de suicide, quelques chiffres et quelques études, chez les adolescents en France ont été une source croissante d'inquiétude ces dernières années, avec une augmentation notable. Les suicides sont la deuxième cause de décès jusqu'à 24 ans derrière les accidents de la route, et on pourrait presque faire un parallèle puisqu'on le sait, souvent ces accidents de la route sont dus à l'alcool qui est quelque part, et d'après certains, et je suis assez d'accord avec ça, dans les doses démentielles que l'on connaît dans ces soirées adolescentes, une tentative déjà de s'évader, une tentative nihiliste de se suicider. Pas que, évidemment, beaucoup recherchent la désinhibition à travers l'alcool, certes, mais je vous demande de réfléchir à la vision de l'alcool consommé par la jeunesse sous cet angle-là. Et donc, le suicide est la première cause de décès, cette fois plus chez les adolescents, mais dans la tranche entre 25 et 34 ans, qui n'est pas la tranche qui nous concerne, mais quand même une donnée intéressante à ancrer, encore une fois, avec un E à votre cerveau, à ancrer à votre cœur avec un A et à garder en mémoire. Donc, quelques chiffres clés. 11 000 suicides par an, 8 000 hommes et 3 000 femmes, ça c'est, voilà, petit cadeau pour les féministes qui pensent que tout est rose pour garder leur couleur chez les hommes et que tout est noir chez les femmes. Voilà, il y a beaucoup plus de tentatives, oula, beaucoup plus de tentatives de suicide chez les femmes, mais beaucoup plus, on va dire ça comme ça de manière affreuse, de tentatives réussies chez les hommes. Et étonnamment, le chiffre de morts par suicide reste relativement stable depuis le début des années 2000, donc aux alentours de 11 000 décès par an, malgré le manque de résultats clairs à disposition. C'est comme les statistiques ethniques, obtenir des statistiques claires sur les suicides chaque année ou par tranche de 5 ans au moins, c'est très compliqué. Donc voilà, il y avait une étude en 2001 et les chiffres à droite à gauche montrent que finalement le nombre de décès par suicide n'augmente pas tant que ça. Mais par contre, ce qui semble assez évident selon tous les rapports, c'est que, on va mettre ça entre guillemets, l'âge de la première tentative de suicide, si je peux dire cela comme ça de manière aussi froide, survient de plus en plus tôt, ce qui est évidemment anormal et pourtant si normal dans ce monde sans repère. Et si je peux me permettre, sans père P-A-I-R-S et sans père P-E accent grave R-E-S. Encore une fois, vous savez que j'aime bien ces petits jeux de mots qui sonnent bien aux oreilles. Entre 100 000 et 200 000 tentatives de suicide sont rapportées chaque année en France. C'est une fourchette immense, c'est sûr, mais voilà, ça dépend de ce que l'on catégorise comme tentative de suicide, évidemment, même si c'est très compliqué. Mais voilà, pour avoir une image un peu claire dans vos esprits, on peut penser peut-être au film Intouchable et ce qu'on considère comme une tentative de suicide, une adolescente qui s'envoie, je sais plus ce qu'elle s'envoie dans le film, mais quelques cachetons de laxatifs, ou je crois au contraire. Bref. Donc voilà, c'est un appel au secours dont il faut tenir compte, c'est sûr. Est-ce qu'on le catégorise réellement comme tentative de suicide? C'est un débat. Donc les femmes, comme je vous le disais, sont plus concernées par les tentatives de suicide. Elles réalisent environ 60 à 70% des tentatives, tandis que les hommes, ils essayent moins souvent, mais ils réussissent plus souvent. C'est affreux. Je rigole parce que voilà, c'est l'humour quand on n'a plus qu'un seul échappatoire, c'est l'humour qui est le dernier. Ou la dernière, je ne sais jamais si échappatoire est masculin ou féminin, honte à moi.
Environ 10% des tentatives de suicide mènent à décès. On l'a dit, si on prend la fourchette basse, 100 000 tentatives de suicide, 10 000 décès, voilà, ceux qui sont forts en maths, ça fait environ 10% des tentatives de suicide qui mènent à un décès, ce qui est quand même tout de même très élevé. 90% donc des tentatives de suicide n'entraînent donc pas la mort, mais les séquelles peuvent évidemment être graves, voire gravissimes. Et si je vais être encore une fois extrêmement froid, là encore ce sont les racines alsaciennes qui parlent, mais l'impact sur notre système de santé déjà plus qu'en souffrance est également important. Ce sont des lits d'hôpitaux, du temps, de l'attention que l'on pourrait allouer à d'autres qui ont des maladies pour lesquelles ils ne sont pas responsables. Attention, je ne dis pas qu'on est responsable entièrement des tentatives de suicide, mais faites un effort, vous comprenez ce que je veux dire. Ce qu'on va faire, c'est lutter ensemble sur les tentatives de suicide, et donc on peut réellement avoir un impact social, sociétal dessus, quand d'autres maladies, c'est évidemment beaucoup plus compliqué, même si on pourrait y revenir, évidemment, notamment l'obésité, qu'on peut guérir, soigner, entre autres avec l'activité physique. Bref, je digresse. Je ne dis absolument pas de les laisser, bande de malins donc, mais au contraire de chercher de vraies solutions durables de prévention plutôt que de rester toujours dans un système de réaction. Pour l'histoire, alors je ne suis pas du tout un professionnel de l'histoire de l'Asie, mais j'ai quand même lu que nous, dans notre système occidental, l'objectif des médecins, c'est de soigner les maladies. L'objectif des soignants, des empereurs de Chine à l'époque, c'était d'empêcher qu'ils tombent malades. Et si j'ai bien compris, on les zigouillait si jamais l'empereur tombait malade. Donc, c'est pas ce que je dis évidemment, mais c'est intéressant d'imaginer un peu sortir de ce système toujours de prévention et de soins, non justement, sortir du système de soins et de réaction pour essayer d'aller vers un système plutôt de prévention des risques. Encore par le sport et une vie saine, mentalement comme physiquement. Environ 7 à 10% des adolescents en France ont fait au moins une tentative de suicide. C'est le chiffre qui quasiment nous intéresse le plus aujourd'hui. Rendez-vous compte, ça veut dire un ado sur 10 qui a déjà fait une tentative de suicide. Et si il y a des enseignants de lycée qui m'écoutent, qui ont des classes avec plus de 30 élèves, vous regardez votre classe et vous vous dites, en votre fort intérieur, et soyez un phare pour vos élèves, qu'en moyenne, 3 de vos élèves ont fait une tentative de suicide, si vous avez 30 élèves. C'est évidemment une moyenne statistique. Ne me cassez pas les couilles avec les statistiques. Ça veut dire que certains dans votre classe, il n'y en a aucun, et c'est très bien. Et d'autres dans votre classe, sur 30 élèves, il y a 10 élèves qui ont fait une tentative de suicide. Voilà. Me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je sais ce que sont les statistiques. Merci. Certes, il y a tentative de suicide et tentative de suicide. Encore une fois, c'est un débat délicat, mais admettons qu'une tentative de suicide, même un poil ridicule comme celle de l'adolescente dans Intouchable pour y revenir, c'est révélateur tout de même d'un grand mal-être et il nous faut à tout prix trouver des solutions pour leur venir en aide. C'est notre rôle. Nous devons. La santé d'une population se mesure à la santé de sa jeunesse. Et actuellement, pardonnez-moi de vous dire que ça pue un peu. Les filles adolescentes, comme les femmes, sont particulièrement touchées avec des taux plus élevés de suicide par rapport aux garçons. On l'a déjà dit. Évolution récente. Selon Santé publique France, les tentatives de suicide chez les 15-24 ans ont augmenté de manière significative au cours de la dernière décennie. Mais encore une fois, impossible d'avoir des chiffres plus précis que ça, parce que de manière significative, ça veut tout et rien dire. Mais bon, retenons que ça a augmenté significativement. Pendant la pandémie de Covid 2019, monstruosité sur absolument tous les plans. Et ce que je trouve encore plus monstrueux, parce que je l'ai dit, j'ai fait partie de ceux au premier confinement qui ont déconné, clairement. Mais moi, j'ai fait mon mea culpa. Je ne l'ai toujours pas entendu de la part de tous ces enfoirés, alors qu'aujourd'hui on a des preuves que c'était une monstruosité sur tous les plans, et donc c'est très inquiétant pour la suite. Faites très attention et soyez vigilants, maintenez. Je compte sur chacun de mes auditeurs futurs pour ne plus jamais accepter cela. On a merdé une fois, et bravo à vous si vous n'avez même pas merdé une fois, mais nous ne merderons plus.
Une hausse a donc été observée à cette période, en partie due à l'isolement, au stress et aux difficultés émotionnelles accrues. J'insiste encore une fois pour un rhume 19 qui a tué 5 fois plus qu'une grippe, selon les chiffres officiels. Donc on est sans doute, même peut-être sans être complotiste, bien en dessous, car beaucoup de décès ont été, cela me semble assez évident, attribués rapidement à cette cause dans un monde en surpopulation mondiale, qui doit donc, oui c'est horrible, mais se réguler, c'est normal, ça s'appelle l'homéostasie, et peut-être que la planète va nous donner de l'homéostasie à bouffer dans les années à venir, qu'on le veuille ou non. Et donc, importantissime de rester ou d'être sain mentalement comme physiquement afin de mettre toutes les chances de son côté pour résister aux infections à venir, car ça c'est certain, il risque d'y en avoir. Et vu la saleté de ce monde actuel, on sait comment la peste est arrivée à l'époque, mais sans se laisser manipuler par les puissants, pour dire ça simplement. Donc, résister aux infections en adoptant un mode de vie sain, certainement pas en vivant dans ce qu'on pourrait appeler des salles d'opération, en portant des masques immondes qu'on ne sait pas porter, et que des enfants surtout ne devraient jamais avoir à porter. Comme qui dirait, plus jamais ça. J'arrête de parler de ça également, mais cela mériterait un épisode spécial pour justement ne pas oublier, être armé, prêt à défendre en cas de nouvelles folies, notamment collectives, et on pourrait étudier également les mouvements de foule. D'autres chiffres un peu plus précis que j'ai pu trouver cette fois, une augmentation de 40% des hospitalisations pour tentatives de suicide chez les adolescents entre 2020 et 2021, justement pendant la période Covid. Quelle surprise, cette période a été absolument affreuse, et moi je vois dans le primaire l'effet que ça a eu sur les capacités d'empathie de notre jeunesse. Les services d'urgence ont constaté une hausse des admissions pour tentatives de suicide chez les jeunes filles, notamment de 10 à 19 ans. Quelques facteurs contribuant: la santé mentale, les troubles anxieux et dépressifs ont été en augmentation chez les adolescents, exacerbés par des facteurs comme la pression scolaire, les réseaux sociaux et les troubles familiaux. Alors, la pression scolaire, je la mettrai entre guillemets parce que je pense que la pression scolaire en France, faut arrêter 2 minutes. Mais bon, bref, c'est ce que relève cette étude. Pandémie de Covid-19, on y revient. Cette étude y revient, cette fois c'est pas moi. La crise sanitaire a intensifié les sentiments de solitude, d'anxiété, de dépression, entraînant une augmentation des comportements suicidaires. Réseaux sociaux et cyberharcèlement, ça c'est un autre souci d'envergure. Usage intensif des réseaux sociaux et les cas de cyberharcèlement en hausse, très significative également, ont également contribué à la détérioration de la santé mentale des jeunes. Toutes ces données montrent une tendance inquiétante qui nécessite une attention accrue et des mesures préventives renforcées pour protéger la santé mentale des adolescents. Et donc on va on va attaquer ce sujet sous des angles que l'on n'entend pas. J'ai déjà parlé de l'alimentation, du bien-être, de l'activité physique, mais on va revenir dessus en détail. La question du mal-être croissant chez les adolescents, manifestée par une augmentation alarmante des tentatives de suicide, nous appelle à une réflexion profonde sur les solutions à y apporter. La modernité, avec son lot de défis, semble avoir rompu les liens qui autrefois structuraient les jeunes individus. D'où, encore une fois, le parallèle que je faisais déjà à l'émission précédente sur arrêter un peu avec toujours cette recherche d'autonomie, mais revenir au contraire à un minimum de social. Il nous faut les deux. Relions, permettons à ces jeunes de se relier à nouveau à leur corps, à leur esprit, à leur famille, aux valeurs spirituelles, voire religieuses, plus largement. Pour surmonter cette crise, il est peut-être temps de revenir à des concepts antiques que la modernité ne nous donne pas, voire que la modernité détruit, tels que le kalos kagatos, qu'on a déjà étudié en long, en large, en travers, mais on va y revenir en diagonale, qui prône un équilibre harmonieux entre le corps et l'esprit en cultivant la motivation, la discipline et une vie orientée vers le bien.
Le kalos kagatos, c'est donc la recherche d'harmonie corps-esprit pour réenchanter la vie. Dans l'Antiquité grecque, le concept du kalos kagatos, littéralement beau et bon, incarnait l'idéal de l'homme accompli où la beauté physique et la moralité étaient inextricablement liées. Cet équilibre entre corps et esprit est plus que jamais pertinent aujourd'hui. Plutôt que de chercher refuge dans des solutions rapides, comme les anxiolytiques, antidépresseurs, que sais-je encore, je vous rappelle qu'on est le premier pays consommateur de ces merdes, ou les divertissements numériques passifs, là aussi dans le genre consommation de ces merdes, je pense qu'on est pas mal, il serait bénéfique de réorienter les jeunes vers des pratiques qui cultivent leur bien-être de manière holistique, c'est-à-dire de manière totale, et réenchanter la vie contre anomie sociale, que dénonçait déjà, si je dis pas de bêtises, Émile Durkheim il y a plus de 100 ans. Le sport, la discipline personnelle et les apprentissages actifs peuvent stimuler des sécrétions d'hormones positives comme les endorphines et la dopamine. Je vous rappelle que vous êtes les esclaves de vos hormones. À vous de savoir si vous allez être l'esclave d'hormones bien équilibrées et également, si on peut le dire, pour des hormones en bonne santé, mais à des taux voilà, dans les normes. Et encore une fois, être dans les normes pour des hormones, c'est cool. Oui, on avait dit pas d'anglicisme, nique sa mère. Donc, les endorphines et la dopamine sont bénéfiques pour la santé physique, mais également pour la santé mentale. Retournons donc et permettons à notre jeunesse de retourner vers le sport et de voir le sport comme l'un des éléments qui va leur permettre de s'accomplir. Le sport, en plus de renforcer le corps, libère ces endorphines, ces hormones qui procurent une sensation de bien-être et réduisent le stress. La discipline, qu'elle soit appliquée dans l'exercice physique, les études, l'apprentissage, tous les autres domaines de la vie, structure l'esprit et lui donne un sens de progression et d'accomplissement. Cette dynamique positive peut créer un cercle vertueux où la motivation à s'améliorer constamment va renforcer le sentiment de bien-être général. En somme, retrouver une harmonie corps-esprit selon le modèle du kalos kagatos pourra être une réponse efficace et naturelle à la crise actuelle. Perte de repères familiaux et spirituels, une déconnexion à combler. Voilà quelque chose que vous n'entendrez qu'ici. Un autre facteur clé dans la détresse des jeunes aujourd'hui, c'est la perte de repères familiaux. Les familles autrefois unies autour de valeurs communes et de traditions partagées sont souvent déstructurées, laissant les adolescents sans ancrage, avec un A solide. La déconnexion avec leur prochain, plutôt que de toujours chercher à plaire aux lointains que l'on ne connaît pas, rapprochons-nous déjà de nos prochains. Vous l'avez déjà entendu si vous avez écouté les émissions précédentes. Cette déconnexion avec les prochains, elle entraîne un sentiment de solitude qui peut s'aggraver face à un environnement numérique qui, paradoxalement, isole davantage qu'il ne connecte. Il est donc crucial de rétablir les liens familiaux, de renforcer la communication et de créer un environnement où les jeunes se sentent soutenus et compris. En parallèle, la perte de religiosité traditionnelle a laissé un vide spirituel que beaucoup cherchent à combler par des pseudo-religions ou spiritualités de substitution, souvent axées sur le consumérisme et le culte de soi. Réécoutez bien cette phrase. Ces nouvelles formes de croyances, bien qu'elles puissent sembler attrayantes au premier abord, surtout pour des adolescents qui ne sont pas armés face à ceci, manquent souvent de profondeur et d'une véritable élévation de l'âme, qui devrait, elle, être recherchée par les moyens antiques et traditionnels. Elles ne parviennent pas à fournir un cadre stable et porteur de sens comme le faisaient les religions héritées des générations passées. Retrouver une forme de religiosité, qu'elle soit traditionnelle ou réinterprétée de manière collective, pourrait offrir aux jeunes un sens de la transcendance et un cadre éthique solide leur permettant de s'élever au-delà de la simple satisfaction matérielle immédiate. En conclusion, plutôt que de s'enliser dans l'inactivité, la négativité et les illusions véhiculées par les écrans et les réseaux sociaux, il est essentiel de réorienter les jeunes vers des pratiques et des valeurs qui nourrissent autant corps qu'esprit. Le retour à des concepts anciens tels que le kalos kagatos, la réhabilitation des liens familiaux et une redécouverte de la spiritualité authentique peuvent être des pistes pour surmonter la crise actuelle
tout comme la notion de tu maintiendras chevaleresque plutôt que de chercher en permanence un pseudo-progrès. Il s'agit de redonner du sens et de la profondeur à la vie de nos adolescents, leur permettant ainsi de trouver un équilibre durable dans un monde en constante mutation. La montée des tentatives de suicide chez les adolescents en France, plus largement dans le monde, c'est un signal d'alarme qui doit nous pousser à réexaminer les approches actuelles du bien-être mental et physique, puisque nos approches actuelles ne marchent pas, clairement. Les solutions proposées par la modernité, la médicalisation, je vais y arriver, la médicalisation excessive ou le recours aux écrans comme échappatoire, cela aggrave le problème plutôt que de le résoudre. Revenons donc à ces principes anciens, combinés à un renforcement des liens familiaux, à une redécouverte de la spiritualité, de la discipline, pour offrir une voie plus durable vers l'équilibre et la santé mentale. Je suis désolé de le rappeler encore si crûment, notre jeunesse, elle est trop fragile aujourd'hui. Ce n'est pas normal qu'elle se mette dans des états pareils pour, je ne trouve pas d'autre expression, pour si peu. Alors, que doit-on fustiger cette société de la fragilité, pour utiliser un vocabulaire un peu simpliste? Les perturbateurs endocriniens ont-ils un rôle là-dedans? Peut-être, mais c'est tout à fait anormal. Il nous faut redonner des colonnes solides, de l'harmonie, de l'équilibre à cette jeunesse, lui permettre d'appréhender les valeurs saines, qui encore une fois ne sont pas subjectives, comme le bien, le vrai, le beau, et pour cela, il leur faut, et ça manque, des modèles parentaux, professoraux, solides. Ce que je m'apprête à dire est horrible, certes, mais essentiel, je pense. Une prof dépressive au dernier degré, esclave de ses hormones déréglées, un prof anxieux au dernier degré également, ayant tout oublié des valeurs saines de sa masculinité, sans la moindre colonne, qui ne peut représenter le moindre modèle exemplaire qu'il devrait être, ne devrait pas se trouver face à des ados en voie de construction et potentiellement fragiles, ce qui est normal à l'âge de l'adolescence. Vous direz que je vais loin, et oui, mais de même, pourquoi est-ce qu'on a une ministre, qui aura peut-être changé encore 3 fois d'ici la fin de l'année, avec le charisme d'une putain d'huître? Où sont passés les modèles de femmes et d'hommes que l'on aime écouter, qui ont des colonnes vertébrales, qui ont des choses à dire, des choses à nous apprendre dans leur discipline, mais également pour la vie, et à qui l'on rêve de ressembler? Où sont passés ces profs-là? J'ai eu la chance d'en connaître quelques-uns, évidemment qu'il en existe encore plein, mais j'en ai connu d'ailleurs surtout à la fac et en prépa, pour compenser les très rares enseignants dépressifs que j'ai eu en face de moi et qui nous le faisaient bien sentir. Je pense que c'est un problème, mais qui est extrêmement difficile à affronter, et c'est le genre de problème que je suis bien content pour l'instant de donner en anonyme. Mais si un jour je dois mener le combat de front, de face, on le fera. J'attends juste de ne pas le faire seul. Ça me semble être logique. Approche holistique pour le bien-être. Pour revenir à ce CE et ce CEX, sur quoi et qui nous pouvons agir. Les bienfaits du sport et de la discipline, nous les avons déjà vus sur la santé mentale, mais on n'y reviendra jamais suffisamment. Ils sont largement documentés. Je vais vous fournir quelques études. Ces études montrent que l'activité physique régulière réduit les symptômes de dépression et d'anxiété. Une méta-analyse publiée dans le Journal of Psychiatric Research a révélé que l'exercice physique modéré à intense est associé à une réduction significative des symptômes dépressifs chez les adolescents. Cette réduction s'explique en partie par la libération d'endorphines et d'autres neurotransmetteurs améliorant l'humeur. De plus, la discipline et l'apprentissage actif jouent un rôle crucial dans le développement de l'estime de soi et de la résilience. J'insiste encore sur ce terme pourtant si mal usité de nos jours, mais il devrait être notre atout majeur face à la dépression, la déprime. Des facteurs protecteurs contre la dépression et les comportements suicidaires. Une étude menée par l'Université de Chicago a montré que les jeunes qui s'engagent dans les activités structurées qui cultivent une discipline personnelle développent une plus grande résilience face aux défis de la vie, réduisant ainsi le risque de dépression. Enfin, je reviens une dernière fois sur le rôle central de la famille et de la spiritualité avant de conclure définitivement.
La famille doit rester un pilier essentiel dans la prévention des comportements suicidaires. Les recherches indiquent que les adolescents qui bénéficient d'un soutien familial solide sont moins susceptibles de développer des troubles dépressifs et d'avoir des pensées suicidaires. Le rétablissement des liens familiaux forts peut donc jouer un rôle protecteur essentiel en offrant aux jeunes un sentiment de sécurité et d'appartenance. En parallèle, la spiritualité et la pratique religieuse ont également des effets bénéfiques sur la santé mentale. Ainsi, une étude publiée dans The Journal of Nervous and Mental Disease a montré que les adolescents ayant une pratique religieuse régulière ont un risque réduit de dépression et de comportement suicidaire. Vous avez déjà entendu ça ailleurs? Je ne pense pas. En partie grâce au soutien social et à la perspective de vie que ces pratiques offrent. La redécouverte de la spiritualité, religieuse comme philosophique, peut ainsi fournir un cadre de valeurs et une direction dans la vie des jeunes, leur permettant de surmonter les difficultés avec un sens renouvelé du but et de l'espoir. Je conclus définitivement cette première partie. Plutôt que de se complaire dans l'inactivité, la malbouffe, la consommation passive de contenu numérique, il est essentiel d'encourager les jeunes à adopter des pratiques qui favorisent un véritable bien-être à la fois physique et mental. Les approches holistiques totales comme le Kalos Kagatos mettant en avant l'harmonie corps-esprit, l'importance des liens familiaux, la nécessité d'une spiritualité authentique offrent des solutions durables à cette crise actuelle. En nous appuyant sur les principes éprouvés et les pratiques ancestrales, il nous sera possible de réenchanter la vie des adolescents, sortir de l'anomie sociale ambiante, du nihilisme ambiant, de les aider à retrouver un équilibre et de les guider vers une existence riche, épanouissante, tournée vers le bien, toujours pas subjectif. Enfin, nous pourrions même ajouter au danger que la société actuelle met en avant une anxiété écologique exacerbée dont il faudra rediscuter et un des besoins les plus primaires, celui de se reproduire, qui est mis au banc de notre société actuelle. Pour rappel final, avant d'entamer la partie sur le résumé d'ouvrage, nos 3 besoins fondamentaux à ne pas oublier, selon moi encore moins à l'adolescence où il est essentiel de guider les jeunes en quête de repères solides et leur éviter de s'éparpiller dans la mort de l'âme, du corps et de l'esprit. Besoin de compétences qui peut être comblé avec le sport comme l'apprentissage intellectuel, voire le bricolage, si oublié à l'école aujourd'hui et pourtant si satisfaisant. Fixons des objectifs pour leur inculquer motivation puis discipline. CF podcast précédent. Le besoin d'affiliation sociale, soutenons-les quoi qu'il en coûte, ce qui veut dire les mettre intelligemment face à leurs erreurs et certainement pas fermer les yeux sous couvert de fausse bienveillance. Et enfin, autonomie, sans doute le besoin le plus ardu à gérer chez les adolescents. On tentera juste de leur rappeler que l'autonomie est ou devrait être dans le groupe social pour lui permettre de subsister. C'est l'autonomie du groupe que l'on doit viser en plus de l'autonomie personnelle unique. Deuxième partie, analyse, ouvrage 93 de notre cher Victor Hugo national. Et on va tout de suite mentionner l'orthographe pour faire plaisir à nos chers puristes de l'orthographe, dont je fais parfois partie, même s'il faut, comme tout purisme, éviter les extrêmes. Donc Victor Hugo écrivait 80 en un seul mot, tiré 13, quand aujourd'hui on a simplifié en en mettant plutôt un tiret simplement entre chaque nombre sans se casser la tête. Lorsque j'étais moi-même élève, on avait des règles un peu plus compliquées dont je ne me souviens même plus aujourd'hui. Mais je crois qu'entre les centaines, mais je vais peut-être dire des bêtises, on n'avait pas les tirets, qu'en dessous de 100 on avait les tirets, qu'avec les milliers il n'y avait pas toujours les tirets non plus. Bref, aujourd'hui c'est très simple, on met le tiret à chaque fois. Et donc Victor Hugo mentionne en effet en marge des épreuves de la première édition, je cite, « J'ai déjà fait observer que 80 ne veut pas de trait d'union, c'est un seul mot, ne pas l'oublier. » Donc aujourd'hui nous avons une orthographe simplifiée avec le tiret en permanence, et si je reprends l'analyse que j'ai pu faire au premier épisode de 1984, peut-être que Victor Hugo penserait déjà que nous sommes des abrutis qui ont simplifié la langue. Moi, personnellement, sur ce point de vue, je trouve que quand même, pour les chiffres, c'est entre 0 et 9, mais donc pour les nombres, ne pas se prendre la tête en mettant le tiret à chaque fois, c'est quand même
vraiment un détail, mais peut-être que déjà Victor Hugo souhaiterait me casser la gueule. Voilà pour l'introduction. 93 donc met en évidence la violence de la guerre civile et montre l'opposition entre les bleus révolutionnaires et les blancs monarchistes. Mais qui sont les rouges? C'est le sang versé par les deux camps. Hugo, dans ce roman, exprime son propre déchirement entre l'héritage de son père, un militaire républicain, et sa mère, une vendéenne, royaliste, mais aussi le traumatisme plus récent de la Commune de Paris et sa répression. Très rapidement, la Commune de Paris, c'était une insurrection révolutionnaire entre le 18 mars et le 28 mai 1871, après la défaite française face à la Prusse. Les Parisiens mécontents du gouvernement ont instauré une forme de gouvernement autonome et socialiste. La Commune a prôné des réformes sociales radicales, mais elle a été violemment réprimée par l'ensemble du gouvernement français, marquant la fin de cette petite expérience. La répression de la Commune de Paris, notamment durant la semaine sanglante entre le 21 et le 28 mai 1871, on est 100 ans après 1793, pour le coup, a été extrêmement violente. On estime le nombre de morts parmi les communards entre 10 et 20 000. Ces chiffres incluent ceux tués lors des combats, ainsi que les exécutions sommaires. Et des milliers d'autres ont été emprisonnés ou déportés. Ça, c'est simplement pour faire réfléchir un peu ceux que j'entends parfois rêver d'une guerre civile, qui osent dire que ce qui manque à ce pays, c'est une guerre, et je pense qu'ils n'ont absolument aucune foutue idée de ce que cela engendre ou engendrerait. La France de 1793, revenons 100 ans avant, elle était confrontée à la fois aux invasions étrangères, les guerres de la Révolution française. Ce sont tous les conflits qui ont impliqué la France de la Révolution avec d'autres pays qu'on appelait les coalisés entre la période de 1792 et ce qu'on va appeler le traité d'Amiens 10 ans plus tard en 1802. Les guerres de coalition, ce sont les guerres de la Révolution, puis les guerres de l'Empire et les guerres révolutionnaires ou napoléoniennes, ce sont voilà, leurs autres noms. C'était donc un conflit armé avec des alliances militaires qui étaient appelées, on l'a dit, coalitions, et qui ont été dirigées contre la France révolutionnaire, puis contre la France impériale napoléonienne, à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle, au cours de la Révolution française, de la Première République et du Premier Empire. Tout cela a subi donc des invasions extérieures, englobant donc les guerres de la Révolution entre 92 et 1802 et les guerres napoléoniennes de 1803 à 1815, séparées par une courte paix nommée paix d'Amiens, qui a duré à peine un an entre 1802 et 1803. La France, en proie à des guerres intérieures et extérieures, sombre dans la terreur. Ça, c'est d'un point de vue intérieur. Donc voilà, le contexte français très compliqué à la fois d'un point de vue intérieur et extérieur. Et Victor Hugo, à savoir, il était totalement opposé à la peine de mort, hein, je pense que tout le monde le sait, et il présente dans l'ouvrage l'arrivée de la guillotine comme une fatalité. Hugo était lui-même profondément républicain et mais il a exposé dans cet ouvrage avec rigueur les crimes des deux camps. Et c'est ça qui est intéressant et sur lequel on va s'appuyer pour développer la pensée d'Hugo d'abord, puis la mienne sans absolument aucune prétention, Hugo étant absolument exceptionnel. Le paysan breton parlait une langue morte, ce qui est faire habiter une tombe à sa pensée. Je ne sais pas trop comment prendre cette citation de l'auteur, qui donne une note personnelle qui date de 1854. Moi, si je faisais l'histoire de la Révolution, je dirais tous les crimes des révolutionnaires, seulement je dirais quels sont les vrais coupables. Ce sont les crimes de la monarchie. Voilà pour la vision d'Hugo, donc effectivement anti-monarchiste et pro-révolutionnaire, mais étant capable tout de même de les mettre face à leurs exactions pour simplifier. Dans la préface d'une édition américaine, une romancière nommée Ayn Rand, qui a beaucoup été influencée par Hugo, considère que le sujet de 93, ce n'est pas la Révolution française, mais la loyauté de l'homme envers ses valeurs.
et ça va beaucoup nous intéresser. Ce roman fut publié en 1874. Il se situe dans le contexte tumultueux de la Révolution française, plus précisément en 1793, une année où la terreur va atteindre son paroxysme. On va pas le mettre dans les mots du jour, j'espère que vous connaissez ce mot. À travers ce roman, Victor Hugo explore les contradictions, les violences et les dilemmes moraux qui caractérisent cette période, tout en offrant une réflexion complexe sur les idéaux révolutionnaires. Bien que Hugo soit lui-même un républicain convaincu, on l'a dit, 93 n'est absolument pas un pamphlet à la gloire de la Révolution. Au contraire, il est capable de mettre en lumière la brutalité de cette époque, soulignant que la victoire des révolutionnaires, que l'on célèbre tous les 14 juillet comme une putain de libération, qui est totalement usurpée, va marquer en réalité le début d'une période sombre et sanguinaire. Révolution et premier jour de la terreur. Quel est-il ce premier jour de la terreur? Le soulèvement révolutionnaire de 89 est présenté comme un moment glorieux de notre histoire de France où le peuple, en se libérant de l'affreux joug monarchique, ouvre la voie à la démocratie et aux droits de l'homme. Et là, vous entendez les fap-fap, n'est-ce pas? Toutefois, ce récit triomphal occulte les ombres qui ont immédiatement suivi et même précédé. Dès les premières heures de la Révolution, la violence devient un outil de légitimation du nouveau pouvoir. Dès le 14 juillet 1789, la prise de la Bastille, et je vais insister lourdement, qu'on célèbre aujourd'hui comme une fête nationale en France, est souvent décrite comme le premier acte de libération. Pourtant, on pourrait aussi dire que ce fut aussi le premier jour de la terreur, et faire commencer la terreur dès ce premier jour, dès ce 14 juillet 89. Ainsi, Edmund Burke, dont on va parler, que j'ai découvert grâce à Julien Rochdy dans son excellent ouvrage Philosophie de droite, que je ne peux que conseiller à absolument tout le monde, et y compris aux gauchistes qui sont au moins capables de s'intéresser à ce que peuvent avoir comme argument leurs opposants, c'est quand même intéressant. Donc Edmund Burke, je vais vous donner ses dates, c'est un écrivain du XVIIIe siècle, né en 1729, mort en 1797. Ça voilà, c'est juste pour ceux qui aiment les chiffres, qui ont une bonne mémoire des chiffres. C'était un homme politique, philosophe, écrivain irlandais, considéré comme le père fondateur du conservatisme moderne, ou l'un des pères fondateurs du conservatisme moderne. Il fut député au Parlement britannique et il est surtout connu pour ses critiques de la Révolution française, exprimées dans un ouvrage sorti en 1790, Réflexions sur la Révolution de France. Burke prônait, portez bien son nom, et pourtant je dis ça en plaisantant parce que j'appréciais énormément ce qu'il a pu écrire. Il prônait la préservation des institutions traditionnelles et l'évolution graduelle plutôt que les révolutions radicales. Je vous répète cette phrase si essentielle. Burke prônait la préservation des institutions traditionnelles et l'évolution graduelle plutôt que les révolutions radicales. Son travail a eu une influence durable sur notre pensée politique, notamment en défendant les valeurs de prudence, tradition, continuité sociale. Là aussi, je répète, prudence, tradition, continuité sociale. Toujours dans ses réflexions sur la Révolution de France, il critique vivement la Révolution française et met en garde contre la violence et le chaos qu'elle a engendré. Et je répète que son ouvrage est sorti en 1790. Le mec a été brillant, tout de même. Et prise de la Bastille, 14 juillet 89, le mec sort son livre en 1790. Trop fort. Il exprime clairement l'idée que la Révolution a inauguré une ère de violence et de destruction. Je traduis ce qu'il écrit in English. L'âge de la chevalerie est passé, lui a succédé celui des sophistes. Entre parenthèses, un sophiste, c'était en Grèce antique un professeur ou intellectuel qui enseignait la rhétorique, la capacité à argumenter de manière persuasive. Les sophistes se distinguaient par une habileté à défendre n'importe quelle position, parfois en utilisant des arguments fallacieux ou trompeurs. Si ça vous rappelle des gens à notre époque, c'est normal. Le terme sophiste a souvent pris une connotation négative, en particulier à cause des critiques
de philosophes comme Socrate ou Platon déjà, quand je vous dis qu'on n'a rien inventé, qui les accusaient de manipuler la vérité et de privilégier l'apparence plutôt que la recherche authentique de la connaissance. Là encore une fois, je le répète, on n'a rien inventé, arrêtez de vous croire nouveau. Aujourd'hui, sophiste peut désigner quelqu'un qui utilise des raisonnements spécieux ou fallacieux, c'est-à-dire faux, pour tromper ou convaincre. Je reprends donc la citation de Burke cette fois-ci. L'âge de la chevalerie est passé, lui a succédé celui des sophistes, des économistes et des calculateurs. Et la gloire de l'Europe s'est éteinte à jamais. Plus jamais nous ne verrons cette généreuse loyauté au rang et au sexe, cette soumission fière, cette obéissance digne, cette subordination du cœur qui ont gardé en vie, même dans la servitude, l'esprit d'une liberté exaltée. Je digresse à nouveau, mais je ne peux que conseiller comme lecture les Trois Mousquetaires pour entrevoir la beauté des âmes libres et pourtant soumises au souverain. On résumera sans doute un jour les 3 tomes des Mousquetaires, puisqu'il n'y en a pas qu'un seul, dans un épisode spécial, car c'est l'une, si ce n'est mon œuvre littéraire favorite, je trouve. C'est cette œuvre complète avec les trois ouvrages, c'est quasiment 2500 pages, absolument merveilleuse. C'est une œuvre exceptionnelle. Cette citation de Burke ne mentionne pas directement le 14 juillet comme date de la terreur, mais comme il a sorti son bouquin, si on peut dire ça comme ça pour une époque pareille, dès 1790, je pense que c'est peut-être déjà ce qu'il avait en tête. C'est ce que je me permets de penser. Mais de toute façon, cette citation exprime sa vision selon laquelle la Révolution a détruit les valeurs et la stabilité de l'ancienne société menant à une ère de violence et de chaos. Burke critique la façon dont la Révolution a brutalement rejeté les traditions et les structures sociales établies, ouvrant ainsi la voie à une société marquée par la violence et l'anarchie qui préfigure déjà la terreur, voire qui est, encore une fois, déjà la terreur. Nous observons la perception de Burke sur la Révolution française comme une force destructrice qui a précipité la France dans une période de violence inouïe. Et c'est ce qu'Hugo va dénoncer également, alors même qu'il est républicain révolutionnaire, au moins républicain. Revenons à ce 14 juillet, fêté si dignement aujourd'hui, après cette putain de cérémonie d'ouverture de Jeux Olympiques, que j'ai pourtant appréciée en dehors de ça, n'allons pas trop loin, nous montrant la nouvelle aristocratie, notre démocratie, notre aristocratie actuelle, ou pseudo-aristocratie, puisqu'en réalité ils n'ont aucune des valeurs saines dont pouvait se targuer l'aristocratie antique et moyenâgeuse. Aristocratie actuelle donc, qui déconne à plein tube nous montrer fièrement l'aristocratie peut-être déconnante de la fin du XVIIIe siècle, décapitée et chantonnant. Je pense, j'espère que vous avez cette image en tête. On pourrait vraiment étudier ce moment, un coup de poignard pour tous ceux qui au minimum regrettent l'immense violence de la Révolution fomentée par, je n'ai plus la phrase exacte de Rochdy, mais qui lui-même cite un médecin de la période de la Révolution française, qui explique que les Parisiens de cette époque, de 1789, étaient dans la plus piètre santé mentale et physique selon lui. Un médecin de la fin du XVIIIe donc. Ou bien hypocrisie totale d'une classe politique actuelle qui oublie, ne veut pas voir, ne voit pas qu'elle pourrait, en nos temps au moins un peu troublés, connaître un sort tout aussi funeste si embrasement il devait y avoir. Et je répète encore une fois que je ne le souhaite absolument pas, on va même en reparler légèrement, de la violence qu'implique une guerre civile. Mais un jour ou l'autre, on récolte ce que l'on sème, on paye la facture avec les intérêts. Ce jour-là, donc, revenons à nos moutons du 14 juillet 1789, ceux-là même qui avaient de bien meilleurs apports de nutriments car les sols étaient riches, mais je digresse à moins de 10% de body fat, graisse, les insurgés ne se contentèrent ainsi pas de prendre une prison hautement symbolique quand certains veulent les vider, quand on n'y met déjà pas ce qui devrait y avoir une place à leur nom, gravé, vous savez, par un ébéniste qui ensuite vient y passer quelques lettres d'or. Hein. Ils décapitèrent et exhibèrent la tête du gouverneur de la Bastille,
marquant le début d'une série de violences qui va culminer en, justement, 93. Hugo, maintenant que j'ai bien digressé, illustre la dualité de la Révolution. Dualité qui au passage semble avoir disparu de l'esprit de nos contemporains. À en croire les réseaux sociaux. On vous a pourtant éduqué, je pense, aux grasses nuances de gris. Les gros gras grains de gris. Mais les grandes grosses grasses nuances de gris, vous les oubliez en permanence. Il montre que si la royauté avait ses vices indéniables, Louis XIV construisant le faste de Versailles, au détriment du peuple, Louis XVI se montrant trop faible face à la crise, etc., etc., les révolutionnaires n'étaient absolument pas des anges, mais des pourritures. Bon, ça, c'est de moi, c'est pas de Victor Hugo. Ils étaient capables des pires atrocités au nom de leurs idéaux, et la terreur en fut l'exemple le plus frappant. Là encore, si vous voyez un parallèle de gens qui se targuent de bonnes intentions et capables des plus grandes violences, c'est normal. Rappel au détour de l'émission, vous devez aux révolutionnaires, premier gauchiste héritier des Lumières, là encore je ne peux que vous conseiller vivement l'ouvrage de Julien Roche dit Philosophie de droite, les colonies, le nationalisme, ça ne vient pas de la droite, n'est-ce pas? Terreur, abomination révolutionnaire, dirigée par Robespierre et le comité de salut public. Ce fut une période où la guillotine fonctionnait à plein régime. Ça veut dire qu'il faut que vous compreniez que la lame restait bien chaude. Elle n'avait pas le temps de refroidir, la lame. Elle restait à 38 degrés en permanence, H24. Elle faisait pas 35 heures par semaine. Et elle envoyait à la mort non seulement des nobles et des opposants politiques, mais aussi des citoyens ordinaires, souvent sur des accusations sans fondement. Les révolutionnaires, dans leur quête de pureté idéologique, encore une fois, s'il y a des parallèles dans notre monde actuel, c'est normal, se mirent à massacrer ceux qu'ils percevaient comme des ennemis de la République, y compris les Vendéens, royalistes et chrétiens. Parlons donc de ce massacre des Vendéens en particulier, qui est la page la plus sombre de la Révolution française, et quels enseignants d'histoire de collège et lycée enseignent cette page à nos élèves. Dans cette région de l'ouest de la France, des paysans royalistes se révoltèrent contre le nouveau régime, ce qui déclencha une répression féroce. Les armées républicaines mirent en place ce que certains historiens n'hésitent pas à qualifier de premier génocide moderne. Rien que ça, et encore une fois, quelle minuscule fraction de profs enseigne ça? Ce n'est pas normal, mais bon, c'est sans doute un détail de l'histoire. Et des dizaines de milliers de personnes ont été massacrées, villages détruits, terres ravagées. Hugo, encore une fois républicain, ne se voile pas la face, lui, devant ces atrocités. Il ne cherche pas à édulcorer la violence révolutionnaire, il la dénonce avec force, montrant que la terreur n'était loin d'être une phase nécessaire de la révolution, mais fut une abomination, une aberration morale. Et j'ajouterai que tous les révolutionnaires y ont perdu leur âme, et ce, pour rester dans le ton vendéen, chrétien, royaliste, pour les siècles des siècles. Pour Hugo, la fin ne justifie pas les moyens. La République, pour être légitime, aurait dû se fonder sur des principes de justice et de respect de la vie humaine, et non sur la terreur ou la mort, et elle s'est donc condamnée. Là, c'est encore moi qui finis cette phrase et non pas Hugo. Ce n'est pas en s'appelant 5e, 6e, mes couilles République que l'âme se régénère. Les mêmes qui vous disent que le RN en changeant de nom reste le FN, la République reste ce qui a décapité non pas seulement le roi, mais un sacré paquet de gens, pour parler familièrement. Le personnage central du roman, Lantenac, est un aristocrate royaliste qui se bat contre les forces républicaines en Vendée. À travers lui, Hugo explore les dilemmes moraux de cette guerre civile. Lantenac est un homme d'honneur prêt à sacrifier sa vie pour ses convictions, mais il est également capable de cruauté. Face à lui se trouve Gauvin, un jeune républicain idéaliste qui croit en la République mais est horrifié par les excès de la terreur. Leur confrontation symbolise le conflit entre deux visions du monde, mais aussi entre deux manières de concevoir l'humanité et la justice. Hugo, par la voix de ses personnages, condamne la terreur et les violences commises au nom de la République.
Il reconnaît les erreurs de la monarchie mais refuse de glorifier une révolution qui a trahi ses propres idéaux en sombrant dans la pire des barbaries. Pour Hugo, la vraie grandeur de la République ne peut se mesurer qu'à sa capacité à dépasser la violence et à établir une société fondée sur la liberté, l'égalité, la fraternité, mais sans renier l'humanité. En conclusion, première conclusion, parce qu'après je vais faire une nouvelle digression, sur le génocide vendéen, parce que là encore, il ne faut pas oublier. 93 de Victor Hugo, en cette première conclusion, vous savez que vous découvrez que j'aime bien faire des premières conclusions, puis revenir et faire une deuxième. Ça doit être un truc de prof qui aime bien répéter les choses pour que ça soit, encore une fois, ancré avec un A dans votre cerveau, ancré avec un E dans votre cœur, et que vous n'oubliez pas, puisque l'enseignement, c'est la répétition. Première conclusion donc. 93 de Victor Hugo, c'est un roman puissant qui interroge les fondements mêmes de la Révolution française. Il rappelle que si la chute de la monarchie était peut-être nécessaire selon Hugo, elle ne devait pas se faire au prix de l'humanité et des valeurs. Les révolutionnaires, aujourd'hui encensés pour avoir instauré la République, ont aussi ouvert la porte en grand, ils ont même fait sauter les putains de gonds de la porte à une période de terreur et de violence inouïe, où les idéaux de liberté, d'égalité, de fraternité, des mots on jette au sommet de toutes les mairies aujourd'hui. N'oubliez pas, comme dit Stéphane Edouard encore une fois, les mots tiennent lieu, là je vais y arriver, les mots tiennent lieu des vertus qui manquent. Donc ces mots très ironiquement, balancés très ironiquement, je vais y arriver encore, quand on sait déjà la bêtise derrière chacun de ces termes si stupidement utilisés à tout va de nos jours, ont été piétinés et ce depuis plus de 2 siècles. Hugo, républicain convaincu, ce que vous avez compris, je ne suis plus, je l'ai été, je ne le suis plus, n'hésite pas à dénoncer les dérives, rappelant que la véritable libération ne peut se bâtir dans le sang et dans la terreur. Le massacre des Vendéens, on va y revenir en détail, la persécution des royalistes et des chrétiens ne sont pas des épisodes glorieux mais des taches indélébiles sur l'histoire de la Révolution, sur le voile blanc, rouge, bref, blanc et en tout cas taché de plein de taches indélébiles sur le bonnet de Marianne et de cette affrosité de mascotte des Jeux Olympiques. Pire encore quand on rajoute une couche comme je le fais moi-même en présentant fièrement Marie-Antoinette décapitée. Décapitée. À travers ce roman, Hugo nous invite à une réflexion sur la justice, la violence, les véritables valeurs qui doivent guider une société au-delà des passions révolutionnaires. Les passions, l'embrasement n'excusent pas tout. La terreur, revenons-y une seconde, une grosse seconde bien grasse à 200% cette fois de body fat, période qui s'étend de septembre 93 à juillet 1794. Si on est gentil, si on est méchant comme moi, on peut la faire commencer dès le 14 juillet 1789. C'est l'une des phases les plus violentes de la Révolution française. Elle est caractérisée par des exécutions massives, une répression féroce, orchestrée à nouveau par Robespierre et le comité de salut public. Vous imaginez le comité de salut public, quoi. C'est un nom, encore une fois, hein. Les noms tiennent lieu des vertus qui manquent. Les chiffres exacts varient selon les sources, mais voici les estimations du nombre de morts acceptés. Sur la terreur, on considère entre 16 000 et 17 000 exécutions officielles par guillotine à travers la France, entre 10 et 25 000 personnes mortes dans les prisons et des massacres extrajudiciaires, pour un total considéré sur uniquement la terreur, entre 30 000 et 40 000 qu'on va distinguer du génocide vendéen qui a été d'une telle violence, hein, ce premier génocide mondial encore une fois d'après certains auteurs, c'est quand même intéressant d'entendre ça, et ben lui, on va rigoler encore beaucoup moins, entre 170 000 et 200 000 personnes, donc avec une fourchette large, on a la terreur en oubliant, puisque le terme est juste, le génocide vendéen entre 30 000 et 40 000, le génocide vendéen à lui seul entre 170 000 et 200 000 personnes. Donc ce génocide vendéen, il suit un soulèvement de cette région de la France située dans l'ouest
Et c'est poursuivi jusqu'en 1796. C'est l'épisode le plus sanglant de la Révolution française. Les troupes républicaines ont été envoyées pour écraser cette rébellion royaliste et catholique et ont mené une campagne de répression extrêmement violente qui a conduit à ce que certains historiens vont qualifier encore une fois de premier génocide. Ça fait 3 fois que je le dis. L'enseignement, c'est la répétition. Donc, jusqu'à 200 000 personnes tuées selon les estimations. Ce chiffre inclut les combattants royalistes tués, mais aussi de nombreux civils, hommes, femmes et enfants victimes des colonnes infernales envoyées par la République pour dévaster, le terme est choisi, la région. Mort. Donc, en conclusion, terreur et génocide vendéen représentent des épisodes particulièrement sombres de la Révolution française avec un bilan humain extrêmement lourd. Je répète encore une fois, 30-40 000 pour la terreur en général, 170 000, 200 000 pour le génocide vendéen seul. Voilà, quasiment 250 000 morts durant la période de la terreur. Ces événements soulignent la complexité de la Révolution française où les idéaux de progrès ont souvent été marqués par des actions d'une brutalité extrême. Si on fait une synthèse des chiffres, voilà, on arrive entre 200 000 et 250 000 morts. Cette estimation, c'est l'ensemble des répressions, les morts à Paris, toutes les régions de France, ainsi que celles de Vendée. Le génocide vendéen, c'est une part particulièrement lourde, la plus lourde, la plus violente du bilan humain de la terreur. Je suis en pleine préparation de la rentrée et en plus on a déjà dépassé l'heure du podcast. Décidément, je n'arriverai jamais à faire un podcast de moins d'1 heure. Donc je vais essayer de faire un peu plus court pour cette partie, ce qui va me permettre de ne pas faire 2 heures. Aujourd'hui donc, un essentiel pour tout enseignant, la distinction entre pédagogie et didactique. Pédagogie et didactique, ce sont deux concepts fondamentaux dans le domaine de l'éducation. La pédagogie, c'est l'ensemble des théories et pratiques liées à l'enseignement et à l'éducation dans un sens très large. Elle englobe les méthodes utilisées pour transmettre les connaissances, compétences, valeurs, ainsi que la réflexion sur le rôle de l'enseignant et la relation éducative avec l'ensemble de la communauté éducative et évidemment l'apprenant, l'élève en lui-même. La pédagogie, c'est le comment enseigner et elle prend en compte le contexte global de l'enseignement, incluant les aspects psychologiques, sociaux et éthiques de l'apprentissage. Par exemple, l'étude des méthodes pour encourager la motivation des élèves, pour gérer la diversité en classe, pour gérer les situations de handicap, pour gérer les niveaux qui peuvent être assez hétérogènes. Donc le pédagogue se demande quelle organisation mettre en place, quelle transmission des savoirs dans le cadre de la classe, quel enchaînement dans les applications, comment motiver mes élèves, que faire pour aider tel ou tel élève en difficulté, ou au contraire, que faire pour aider tel ou tel élève qui a tellement d'avance qu'il s'ennuie. C'est intéressant aussi de s'occuper de ces élèves-là, quand même. Il cherche avant tout à répondre aux questions posées par les difficultés sur le terrain. C'est un praticien dont la source est l'action et l'expérimentation. La didactique, en revanche, c'est plus spécifique, on va dire, à la matière en elle-même. Elle se concentre sur les contenus d'enseignement. Elle s'intéresse à la manière dont les savoirs disciplinaires, par exemple les mathématiques, l'orthographe, le sport, la musique, etc., sont structurés, transmis et compris. C'est donc le quoi enseigner, même si ça sonne mal. La didactique analyse les processus d'enseignement et d'apprentissage propres à chaque discipline en cherchant à optimiser la transmission des connaissances spécifiques. Elle se pose des questions telles que quelles vont être les difficultés spécifiques à l'apprentissage des fractions, comment enseigner efficacement telle règle de grammaire dans telle langue étrangère, et donc la didactique c'est un sous-ensemble de la pédagogie. Le didacticien, lui, les questions qu'il se pose, c'est quelles vont être les connaissances à faire passer, comment les élèves vont-ils les intégrer, quel est le processus d'apprentissage à mettre en œuvre, qu'est-ce que je vais faire à ma première séance, et qu'est-ce que je vais faire en évaluation pour être sûr que mes élèves ont compris, puis leur donner des feedbacks et vérifier que même après l'évaluation, je vais
aider ceux qui n'ont pas compris et qui, clairement, d'après l'évaluation, n'ont pas acquis ce que je leur ai appris et comment revenir dessus pour que, peut-être dans un deuxième temps d'évaluation, cette fois, tous mes élèves aient réussi. Ça, c'est évidemment dans un monde idéal. Le didacticien se concentre sur sa discipline, il s'interroge sur les concepts à intégrer dans le niveau de formation requis et il apprécie la cohérence entre les savoirs et leur progression. Donc, la didactique, elle est fortement ancrée dans sa discipline propre. La pédagogie, elle traverse les disciplines par des méthodes, des actions, des attitudes. Celle-ci renvoie à l'image de l'enseignant dans la classe. La didactique, c'est une réflexion sur la transmission des savoirs, quand la pédagogie est orientée vers les pratiques des élèves dans la classe. Cette dernière s'attache au fonctionnement de la classe dans son ensemble, et pas seulement au savoir. Elle s'intéresse aussi au mode de relation entre les individus, à l'environnement et aux conditions de travail dans le processus d'apprentissage. Elle s'adapte aux multiples événements pouvant survenir dans une classe. La pédagogie englobe une vision très globale et réflexive de l'éducation, abordant l'ensemble des interactions éducatives, tandis que la didactique se focalise sur les stratégies spécifiques à la transmission de savoirs disciplinaires précis. Les deux disciplines sont absolument complémentaires. La distinction entre les deux, elle est essentielle pour les enseignants parce qu'elle leur permet de mieux structurer l'enseignement et adapter les méthodes en fonction des besoins, encore une fois, hétérogènes des élèves et des contenus très différents, au moins dans le primaire, mais évidemment également dans le secondaire. En mathématiques, les contenus, quand on se spécialise au collège et au lycée, restent variés, mais je me permets de dire que lorsqu'on est enseignant dans le primaire, c'est particulièrement large. Et en plus, comme on a la même classe en permanence, on est en permanence pédagogue et didacticien, on jongle entre les deux. C'est d'ailleurs ce qui fait la beauté de ce métier. En comprenant les principes pédagogiques, un enseignant peut développer des stratégies pour gérer sa classe, motiver ses élèves, créer un environnement propice à l'apprentissage, encore une fois dans le monde idéal. La pédagogie permet de s'adapter à différents contextes éducatifs, comme les divers niveaux de compétences de nos élèves, les dynamiques sociales de nos classes. La didactique, quant à elle, permet à l'enseignant de se concentrer sur la transmission efficace des savoirs spécifiques à sa discipline. Elle fournit les outils pour identifier les obstacles à l'apprentissage dans un domaine et pour concevoir des méthodes d'enseignement qui rendent les contenus accessibles et compréhensibles. Voilà, ça c'est le langage pour les puristes profs, on va dire ça comme ça. Maintenant, quel intérêt pour des parents qui ne sont pas enseignants? Mais même si vous n'êtes pas enseignant de profession, si je peux dire ça comme ça, cette distinction peut vous être très bénéfique et à vos enfants, bien entendu. En adoptant une perspective pédagogique et en comprenant ce que cela signifie, vous pouvez réfléchir à la manière dont ils interagissent avec leurs enfants, comment vous encouragez la curiosité, la motivation, l'autonomie de vos enfants pour créer un environnement familial où l'apprentissage est valorisé et soutenu. Moi, j'entends beaucoup de parents qui me disent qu'ils ont du mal à faire travailler leurs enfants, que ça finit souvent dans les larmes, etc. Donc il faut, même si c'est très compliqué, il faut essayer d'être un peu pédagogue. Avant peut-être, surtout pour des parents, que d'être didacticien. Soyons d'abord pédagogues pour leur donner le goût d'apprendre. Avant d'aller plus loin, ça peut-être laisser ça aux profs. Si toutes les séances d'apprentissage avec vos enfants finissent dans les larmes, bon, il faut peut-être se remettre en question, trouver une solution. Et d'ailleurs, et discuter avec l'enseignant de votre enfant, les enseignants de votre enfant pour essayer de trouver comment aider votre enfant à apprendre en y prenant plaisir, qui est quand même plus qu'important à cet âge-là. D'un autre côté, en vous intéressant à la didactique, parents, vous allez mieux accompagner vos enfants dans les apprentissages scolaires une fois qu'ils ont pris du plaisir, qu'ils ont acquis un peu de motivation puis de discipline, on l'a déjà vu, en les aidant à comprendre les concepts complexes en mathématiques ou en sciences, en soutenant les acquisitions de compétences en lecture pour les plus jeunes. Quoique, connaître les principes didactiques de base permet aux parents de se rendre compte des défis spécifiques que leurs enfants peuvent rencontrer dans certaines matières et les aider de manière plus ciblée et efficace. Et j'ajoute même que peut-être qu'étudier un peu ça pour vous, parents, ça va peut-être vous faire respecter un peu plus les enseignants en leur rappelant, c'est d'ailleurs
des propos qu'on avait eus, je vais revenir très rapidement sur le Covid, des propos nous disant ah, c'est déjà pas évident de faire travailler mon élève seul, je comprends pourquoi finalement c'est pas si évident que ça d'être enseignant pour une classe ça dépend j'ai eu des classes de 12, de 25, de 30, voilà, ça dépend des contextes dans lesquels on se trouve. Mais, et ça, si on peut trouver un point positif à la période Covid, c'est je trouve que les enseignants, de mon point de vue, oui, non, pardon, les parents respectent un peu plus les enseignants qu'avant. En tout cas, c'est ce que moi je remarque et ce que je remarque dans la vie réelle, pas ce que l'on peut entendre à la radio. Ainsi, pour les enseignants comme pour les parents, la différence entre pédagogie et didactique enrichit la capacité à soutenir l'apprentissage des enfants, des élèves, appelez-les comme vous voulez, en combinant une approche globale, holistique de l'éducation avec une attention spécifique au contenu disciplinaire. On revient encore une fois à l'approche globale, holistique. Voilà, vous savez comment je pense désormais. Avant-dernière partie, la citation, et nous sommes partis pour faire le podcast le plus long de cette émission pour le 4e épisode. C'est pas grave, j'espère qu'il vous plaira, c'est le principal. La célèbre citation Qui veut la paix prépare la guerre. En latin, si vis pacem parabellum, j'espère que je prononce correctement. Trouve ses racines dans la pensée romaine, elle est attribuée à l'écrivain militaire Végès dans un ouvrage Epitoma Rei Militaris. Cette maxime reflète une réalité intemporelle. Pour garantir la paix, il est nécessaire de se préparer à la défendre, voire à la reconquérir si elle est menacée. Aujourd'hui, à une époque où les troubles géopolitiques, les conflits internes et les crises sociétales se multiplient, cette phrase résonne avec une force renouvelée. Plus que jamais, il est crucial que les individus soient éduqués intellectuellement, physiquement, mentalement, voire spirituellement, pour faire face aux défis de notre temps sans sombrer dans les excès de la violence ni de la passivité. Importance de l'éducation physique et mentale. Dans un monde de plus en plus complexe et instable, l'éducation ne peut plus se limiter à l'acquisition de connaissances théoriques. Il est essentiel que chaque individu développe une résilience physique et mentale afin de pouvoir affronter les défis contemporains avec force et discernement. Ce fameux discernement dont ont été incapables les révolutionnaires et certains aujourd'hui qui se voudraient révolutionnaires. Ceux que sont incapables de comprendre les types qui osent dire que le sport est mauvais pour la santé, que le sport mène à la bigorexie, l'addiction au sport, entraînera prise de poids si le sport est arrêté. Ce sont des abrutis qui ne comprennent rien à la discipline. Arrêtez de leur prêter de l'attention, mettez-leur un dos et ils disparaîtront d'eux-mêmes si vous arrêtez de leur apporter de l'attention. Le sport, la pratique d'arts martiaux, une simple routine d'exercice régulier, tout cela peut contribuer à renforcer le caractère, un mot qu'on n'entend plus aujourd'hui et pourtant si essentiel, améliorer la gestion du stress, développer un esprit combatif nécessaire pour affronter les adversités de la vie. De la même manière, la préparation mentale passe par une éducation solide, axée sur le développement de l'esprit critique et de la capacité à analyser les situations complexes. J'en ai déjà parlé, encore une fois, tout est lié pour qui est en quête d'harmonie. Dans un monde saturé d'informations souvent contradictoires, il est vital de pouvoir discerner le vrai du faux, de questionner les narrations dominantes et de rester vigilant face aux manipulations idéologiques. Pesez de nouveau chaque mot de cette phrase. Un esprit aiguisé, capable de remettre en question les certitudes et de penser de manière autonome, c'est une arme, et je choisis mes mots, aussi puissante qu'un corps entraîné. Vous avez tous vu à l'époque de Charlie Hebdo le mime, je ne sais jamais comment on dit, disant que le stylo est une arme. C'est vrai, mais c'est une arme insuffisante. Opulence et violence, une dichotomie moderne. Nous vivons dans une époque paradoxale où l'opulence coexiste avec des niveaux de violence inquiétants. Les avancées technologiques, économiques et sociales ont apporté un confort matériel sans précédent à une grande partie de la population occidentale. Pourtant, cette même société plongée dans l'abondance est confrontée à des violences multiformes, terrorisme, guerres asymétriques, violences urbaines et tensions sociales exacerbées. Cette situation n'est pas sans rappeler la fin de l'Empire romain, une période que j'apprécie,
que vous pouvez regarder très rapidement dans le film Gladiator, où une civilisation prospère et avancée se retrouve déstabilisée de l'intérieur par les crises économiques, les divisions politiques et de l'extérieur par les invasions barbares. Tout comme Rome, donc, qui s'est laissé corrompre par l'excès de confort et la décadence, là aussi, pour parler comme les English, it should ring a bell, l'Occident moderne semble parfois oublier que la paix et la sécurité sont des états précaires qui doivent être constamment entretenus et défendus. Encore une fois, vous avez sans doute déjà vu le mime, décidément plein d'anglicismes dans ce podcast bien trop long. Les hommes forts créent des temps de paix, les hommes faibles créent des temps troublés de guerre. Le danger réside dans la complaisance et la croyance que le progrès matériel peut remplacer la vigilance morale et la préparation à l'adversité. Cette illusion est dangereuse car elle ouvre la porte à la montée de la barbarie, que ce soit sous forme de conflits internes ou d'agressions extérieures. Et qu'on soit très clair pour être tout à fait personnel, pour moi aujourd'hui le problème numéro un, ce n'est pas les agressions extérieures, même si elles sont un problème, ce n'est pas la question, mais le problème numéro un, ce sont nos conflits internes. Le fait qu'aujourd'hui, plus personne ne peut blairer personne d'un côté, et en plus qu'on est plongé dans une espèce de torpeur, d'anxiété absolument terrible. Le nihilisme ambiant, tout cela, ce sont nos catastrophes contre lesquelles il nous faut nous battre. Et voilà, en versus de ça, Rome fut la seule société multiculturelle forte qui fonctionna parce que son identité justement était forte et que tous, d'horizons différents, voulaient faire partie de ce modèle romain. Si vous voyez bien qu'aujourd'hui, personne, une fraction infime, voit l'État comme un modèle exceptionnel qu'il faut suivre à tout prix. C'était pas le cas à Rome. Ça a été un modèle auquel tout le monde voulait s'attacher. Préserver l'Occident, c'est notre devoir collectif. Si nous souhaitons empêcher l'Occident de sombrer dans la barbarie au sens large, il nous faut renouer avec les valeurs qui ont fait sa force, discipline, esprit critique, capacité à se défendre, capacité à défendre, capacité à maintenir. Chaque citoyen doit être un modèle de résilience, capable de protéger sa propre intégrité physique et morale, mais aussi celle de sa communauté, de sa patrie, de son local sur lequel il a des leviers. On revient toujours aux mêmes phrases. Cela implique une préparation globale qui ne néglige aucun aspect de l'éducation intellectuelle, physique, morale, spirituelle. Être prêt à défendre et à se défendre ne signifie pas pour autant sombrer dans la militarisation ou la violence gratuite. Et il est très difficile d'essayer de ne pas franchir cette limite. Il faut éviter de tomber là-dedans. Il s'agit plutôt d'adopter une posture de vigilance. Nous sommes en France, le coq, c'est notre symbole de la vigilance éclairée, de maintenir une force intérieure capable de résister aux pressions extérieures. C'est aussi comprendre que la paix est loin d'être un état naturel ou acquis, mais un équilibre fragile et souvent temporaire malheureusement, qui nécessite une attention constante et des efforts si nous souhaitons la préserver. En conclusion, la maxime « qui veut la paix prépare la guerre », c'est un appel à la responsabilité collective et individuelle. À une époque où les menaces sont nombreuses et multiformes, il est crucial de ne pas céder à la complaisance. Ça aussi, on est en plein dedans. Ou en tout cas, certains sont en plein dedans. Nous devons nous préparer physiquement, mentalement, moralement à défendre ce qui nous est cher sans sombrer, ce qui est difficile dans les excès de violence, que ce soit oral sur les réseaux sociaux, ce qui est vraiment la pire violence, ou de passivité, qui finira par être un crime si l'on arrive aux extrémités où nous risquons d'être poussés. Si l'Occident veut éviter de répéter les erreurs qui ont fini par conduire à la chute de l'Empire romain, décadence des élites, décadence intérieure et attaques extérieures, fin du modèle fort et voilà un modèle que chacun avait en soi, en son cœur et auquel chacun voulait se rattacher. Nous devons cultiver en chacun de nous des citoyens possédant une force intérieure capable de faire face aux défis du temps présent. La paix, pour être durable, doit être défendue avec rigueur
Et cela commencera par l'éducation et la préparation de ceux qui en sont les gardiens. C'est ce que nous devons être, nous enseignants. Rapidement, un nouveau mot puisqu'on va arriver à 1h30. Vous avez eu le choix entre regarder un match de foot ou écouter ce podcast. Fais ton choix, camarade. Donc, un nouveau mot, le gibet. On enchaîne directement sur la conclusion sans petite ritournelle. Le gibet, la guillotine, le gibet. Alors, la guillotine, vous savez ce que c'est? Le gibet, c'est la potence de la pendaison. Le mot gibet évoque un monde sinistre où l'air est plus lourd que d'habitude et où les oiseaux de mauvais augure, tels les vautours, trouvent leur perchoir préféré. Dans les temps anciens, le gibet était une structure en bois utilisée pour pendre les condamnés, un endroit où le destin funeste des malfaiteurs se scellait à la vue de tous pour servir, encore une fois, de modèle. Mais cette fois de modèle à ne pas reproduire. Cette lugubre construction se dressait souvent aux abords des chemins pour que chaque passant ait droit à sa petite dose de dissuasion publique. Rien de tel qu'un cadavre se balançant au vent pour vous rappeler les joies d'une vie bien rangée. Moi, pour la peine de mort. Allez, prochain épisode. Un prochain épisode. Maintenant, enchaînons avec gibier de potence, une expression à fort imagée. Le gibier, c'est généralement ce que l'on chasse et que l'on finit par manger. Mais, dans notre cas précis, il n'est pas question de sangliers rôtis mangés par un village gaulois, mais plutôt de personnages dont les frasques les destinent tout droit au gibet. Nous ne sommes pas cannibales, elles ne seront pas notre gibier. Un gibier de potence, c'est donc un individu fort peu recommandable qui finira ou devrait finir pendu. L'expression remonte à l'époque où l'on n'avait pas encore inventé la justice sociale, ou plutôt où la justice sociale était rendue ainsi, et où la potence était la destination finale de tous ces petits filous. Au moins, il n'y a pas de récidive. Quand quelqu'un était désigné comme gibier de potence, cela signifiait qu'il était en bonne voie pour une fin de carrière suspendue, comme j'espère que vous l'êtes à mes lèvres. Dans l'histoire, les gibets ont parfois servi à exposer non seulement des corps, mais aussi des symboles de pouvoir, des messages politiques avant l'heure. Alors la prochaine fois que vous entendrez gibier de potence, n'oubliez pas que cet impitoyable classement de la vilainie humaine trouve ses racines dans un passé où la décision pendait littéralement à un fil. Où le parfum du miel et des conifères embaume, l'air pur et clair comme un cristal. Ah, vous l'avez pas vu venir celle-là, hein? Juste avant la conclusion, bim, petit chant militaire là, par un prof, bim. Personne l'a vu venir celle-là. Bon, si jamais vous voulez que je fasse une compilation de tous les chants militaires, ce sera avec grand plaisir que je le rajouterai sur une deuxième playlist pour utiliser un dernier anglicisme. Conclusion donc. Parents, votre rôle est d'inculquer des valeurs saines, de laisser vos enfants être naturellement curieux d'apprendre, d'enrichir leur monde, de veiller à leur sommeil, leur alimentation, le temps d'écran, etc. et de communiquer avec leur prof ou son prof. Notre rôle à nous, enseignants, il est toujours bon de le rappeler, c'est d'aider à la formation des valeurs saines et encore une fois naturelles. Plus tard, majeures, nos élèves pourront faire leur choix personnel en responsabilité, mais notre rôle c'est de protéger l'enfance dans son innocence et dans sa candeur et grandeur. Ne les faisons pas entrer trop tôt dans quelque clivage que ce soit. Donnons-leur du savoir, apprenons-leur à être avec l'aide de leurs parents et de l'ensemble de la communauté éducative. Et enfin, ce sera notre plus bel objectif, à savoir devenir. Retrouvons de la communauté éducative soudée. C'est le plus bel objectif que je peux donner à cette émission. Je redis donc en espérant l'avoir transmis au travers de ce nouvel épisode, je suis prêt à discuter d'absolument tout, à réviser mes opinions si nécessaire, si j'en ressens le besoin, si j'ai été convaincu par d'autres, mais mes valeurs, elles, resteront les mêmes, et ceci tant que c'est en responsabilité encore, pour reprendre les termes de notre cher gouvernement clownesque, mais surtout et avant tout en bonne intelligence. Vous pouvez me suivre sur le compte Instagram @prof de droite, force, intelligence, culture, spiritualité, nature, honneur. Et n'oubliez pas, rien ne sert d'être gauche, sans cesse il nous faut faire preuve de droiture. Soutenez-vous le vocabulaire millénaire du kalos kagatos, de l'harmonie,
de l'équilibre, du respect des ancêtres, même dans les erreurs qui devraient nous permettre de grandir, ou le gauche vocabulaire de la gauche molle physiquement comme mentalement, qui, elle, a entre 20 et 60 années d'existence maximum. Choisis ton camp, camarade, si tu respectes tes ancêtres, tu ne devrais pas avoir la prétention de tout savoir mieux qu'eux, et cela sera déjà un bon début, un bon point de départ, avant que de penser à progresser. La bise du prof de droite, qui a en réalité quelques gauches en réserve, quelques crochets bien sentis, quelques uppercuts qui sauront faire mal, et même au niveau des coups de pied, ne vous inquiétez pas, il se défend et se défendra et saura défendre tout court. Et avant tout, bien sûr, défendre la jeunesse de ce beau et magnifique pays.